Merci Franck, en cette période un peu particulière, on va dire, pour pas employer un autre mot, d'avoir accepté cette invitation au Café Nil. Ça nous semblait important, avec toute l'équipe, de pouvoir discuter avec toi et de poser des questions pour comprendre un peu sur le fond ce qui se passe chez les médecins. Alors, on sait bien qu'on est dans un contexte de négociation conventionnelle, mais ce qui nous intéresse dans l'avenir des professions de santé, c'est plus leur inscription dans la co-construction ou la construction ou la refondation du système de santé, plutôt que d'avoir des batailles de chiffres, des revendications quelquefois un peu, on va dire, un peu excessives dans les termes, des prises de position comme un ancien président, et je le tacle au passage avec plaisir, qui va démarcher sur les marchés contre un député, voilà, ancien président de syndicat de médecins. Je trouve pas ça très, très responsable de sa part, même si c'est un ami. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est peut-être que tu nous fasses le point justement sur là où vous en êtes dans la discussion avec l'assurance maladie. Et puis, bonjour Benoît, si tu peux couper ta caméra, ce serait... Merci beaucoup. Et puis, mais de manière assez courte, et puis que tu nous dises quel est le projet que vous avez pour les citoyens français, pour les malades, et cette construction qui ne peut être le fait que d'une seule profession. Elle doit être forcément plurifactorielle, elle doit inclure les usagers, elle doit inclure les élus locaux. Donc voilà, c'est cette question-là qui nous taraudait un peu avec l'équipe, et vraiment merci d'avoir accepté de nous répondre. Merci Olivier, merci à toute ton équipe et puis merci à vous d'être là pour ce premier Café Nil pour moi. C'est pas le premier pour mon patronyme parce que je crois que tu avais invité il y a quelques mois ma fille aînée, avocat, et donc elle était coutumière de cette intervention. Je pense effectivement on est dans un cadre et une période un peu inédite. Quand on dit ça, et même quand je dis ça, moi dans ma propre maison CSMF, je ne me suis pas présenté, mais je suis donc président de la CSMF, élu à la suite des 2 mandats de Jean-Paul Ortiz en mars 2022, le 12 mars 2022. Je suis gastro-entérologue de formation, pour ça je répondais très vite finalement à ce qu'était l'AFA, parce qu'évidemment on travaille en lien avec l'association François Petit, Crohn-RCH depuis toujours, ça fait partie de notre écosystème, et ça se passe plus que bien. Et voilà, je suis gastro-entérologue à Reims dans un cabinet de groupe. Mais je vous disais, on est dans une période que je trouve un peu inédite et un peu singulière. Et je ne suis pas le seul à le penser. Les différents acteurs le pensent également. Alors, chacun a sa période. Mais à mon époque, j'en discutais avec un des anciens présidents de la CSMF, Michel Chassan. Tu sais, quand je négociais, c'était aussi difficile. Mais c'est le contexte qui est particulier. C'est la première fois depuis longtemps que la santé prend finalement le lead dans les préoccupations des Français. C'est leur deuxième préoccupation, si j'ai bien suivi, après toute la problématique de pouvoir d'achat. C'est tout nouveau. Et c'est tout nouveau parce qu'on a un problème majeur conjoncturel aujourd'hui d'accès aux soins, qui s'est dégradé progressivement. On nous dit aujourd'hui qu'il y a 657 000 patients en affection longue durée qui n'ont pas de médecin traitant, qu'il y a un peu plus de 11,5% de la population, donc finalement presque 7 millions de nos concitoyens qui n'ont pas de médecin traitant, même si la moitié d'entre eux n'en ont jamais eu. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas besoin, et l'autre moitié en avait un, puis leur médecin a cessé son activité. Alors on part pas de zéro, ça s'est pas multiplié par 10 en 5 ans ou 6 ans. En 2016-2017, on était déjà à quasiment 10%, on était à 9,9%. Et donc on se situe dans ce contexte de difficultés prégnantes d'accès aux soins et comment finalement je trouve un tout bien. Et on voit aujourd'hui que ça concerne tous les territoires. J'en parlais récemment avec la ministre déléguée Agnès Firmin-Le et qui me disait, mais nos derniers chiffres, c'est qu'aujourd'hui, 87% du territoire est concerné par une difficulté d'accès aux soins et il ne va pas se passer quelques toutes petites années avant que ça concerne tout le territoire. Et ça concerne
c'est pas un mal franco-français. Le problème de santé, on a vu ces grandes manifestations en Espagne, les difficultés d'accès aux soins dans les pays d'Europe de l'Ouest, ne serait-ce que ça qui nous entoure. Et donc, je pense qu'effectivement, tu le dis, il faut recadrer le sujet comme ça, et aller bien au-delà de la convention médicale. Aujourd'hui, il y a à la fois cette problématique, un projet de loi, comme tous les ans, un PLFSS pour lequel ça a beaucoup discuté de toutes parts, et qui finalement est passé un coup forceps au travers d'un 49.3, un CNR santé dont on attend les conclusions sous une quinzaine de jours, une convention médicale qui avait été prorogée de 2 ans, mais tout ça finalement arrive en même temps, et puis finalement, et je vais y venir tout à l'heure, un président de la République qui, moi de mémoire, pour la première fois, descend dans l'arène de la santé finalement pour présenter ses vœux aux Français. Et donc finalement, je pense que les questions qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on souhaite? Quel système de santé veut-on dans cette difficulté démographique qui, si on ne fait rien, ne peut aller que vers une aggravation? Quel système de santé veut-on alors qu'on sait tous que l'espérance de vie en bonne santé, dont on avait la première place il y a 12 ans, et dont aujourd'hui on est de mémoire 7 au 8e. Quel système de santé veut-on alors qu'on doit nécessairement passer d'une médecine purement curative qui a été l'alpha et l'oméga de la médecine au sens large, avec l'ensemble de ses acteurs, à une médecine évidemment préventive et curative, quid de la prise en charge de la qualité et de la pertinence, et franchement je pense qu'on a un train de retard en France par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Toujours, je me souviens j'ai présidé mon conseil national professionnel dans ma spécialité. Et quelle n'a pas été ma surprise le jour où mes confrères à la tête des mêmes structures qui, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suède, viennent nous dire, mais mon gastroentérologue, ça fait des coloscopies de prévention, de dépistage, et jamais on vous demande finalement quels sont vos résultats, jamais on vous met face à des objectifs à atteindre. Ben non. Quid des relations ville-hôpital? Et là, il y a un progrès énorme à faire, et je ne pense pas que les vœux dont je parlais il y a une dizaine de jours aient donné quelques pistes, alors qu'aujourd'hui, s'il y a bien une chose qui a marché, ça peut paraître presque provocateur ce que je vais dire, mais la pandémie à Covid et ce qui s'est passé il y a 2 ans nous a appris une chose, en dehors de la première vague qui a été très hospitalo-centrée sur l'hôpital dans sa gestion, mais ça n'a été que les toutes premières semaines avant qu'on comprenne que de toute façon on avait besoin de tous, on manquait de bras, et que finalement les professionnels de santé eux-mêmes, médecins, infirmiers, kinés, se sont entraidés les uns les autres pour répondre à cette vague pandémique qui dépassait tout ce qu'on avait pu envisager. Quid, et d'ailleurs j'en ferai le thème des universités de la CSMF qui auront lieu, je fais un coup de pub, et donc vous y êtes tous cordialement invités, premier week-end du mois d'octobre à Arcachon, et le thème ce sera la financiarisation de la médecine. Dans le sens volontairement, pas que polémique, mais un peu quand même, parce que entre l'évolution des établissements de santé privés et de leur propriété d'aujourd'hui, ce qui menace demain, on a vu quasi rapprochement du fonds d'investissement qui est le premier fonds d'investissement qui soutient Elsan, et qui il s'en est fallu 2 doigts qu'ils mettent la main sur Ramsay, et ce n'est que reculer pour mieux sauter. Quid finalement aussi mais c'est un problème sociétal, de l'origine des médecins, de leur formation, d'où viennent-ils, et finalement de l'ascenseur social. Moi, je m'inquiète de voir qu'il y a aujourd'hui 4 fois moins de médecins qu'il y a 25 ans qui sont issus de la ruralité. Je m'inquiète, chiffre du ministère de la Santé, qu'il y ait 2 fois plus de chances de rentrer en 2e année de médecine quand on est issu d'un milieu CSP+. Et finalement, que veulent les Français? Tout ça, ça s'inscrit dans un contexte particulier où on est face à 4 transitions. Une transition épidémiologique avec, on le sait, depuis la fin des années 70, et ça s'accentue et ça s'accélère,
une augmentation des maladies chroniques. On vit plus vieux, mais on sait que le poids des maladies chroniques est de plus en plus important. Le nombre de patients en affection de longue durée est de plus en plus important, ce qui pose d'ailleurs un problème de solvabilité et de financement, parce que l'assurance maladie nous dit, mais ça, finalement, ça pèse avant tout sur nos propres finances, puisqu'on assure le risque lourd, mais ça pèse sur la vie des professionnels de santé. Parce que quand dans ma maison, j'en discute avec mon bras droit, président des généralistes CSMF, Luc Duquesnel, il me dit, il y a 20 ans, je voyais 5 à 6 patients dans l'heure pour des problèmes qui étaient ponctuels. Aujourd'hui, mes consultations durent au moins une demi-heure parce que j'ai vieilli et ma patientèle aussi avec moi, et que ma patientèle, elle souffre de plusieurs pathologies chroniques et ça ne se gère pas en un quart d'heure, c'est pas vrai. C'est impossible. Et puis, on a affaire à cette transition démographique, on met toujours ça en avant, mais de ce nombre de médecins, finalement, ces numerus clausus qui, année après année, tu parlais tout à l'heure en propos liminaire des réunions que tu animais pour l'Académie nationale de médecine, et j'ai été auditionné par eux, et entre autres par Patrice Queneau, le doyen honoraire de la faculté de Saint-Étienne, et qui me disait, mais vous savez, nous étions quelques-uns, et bien sûr, je le sais, je suis fils d'un doyen, et bien sûr, j'entendais ça quand j'avais 20 et quelques années et que j'étais étudiant en médecine, de ces doyens, mais aussi de certains présidents de syndicats, pas tous, qui, à l'époque, disaient, attention au danger, diminuer le nombre de médecins en suivant un précepte économique à moins nombreux, finalement, ils consommeront moins et ils dépenseront moins, mais en faisant fi des effets du baby-boom, excusez-moi mesdames, mais d'une féminisation de la profession avec une volonté de travailler différemment, et puis, ce qu'on ne savait pas à l'époque, de cette transition finalement professionnelle avec ces jeunes générations qui veulent travailler différemment de leurs aînés. Alors, oui, je pense que tu me disais dans le document que tu m'as envoyé, finalement, est-ce qu'il faut, à l'instar de ce qu'a annoncé le président de la République, annoncer un nouveau pacte avec la médecine libérale? Moi, je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Je pense qu'il faut un New Deal social. Il faut un nouveau pacte social avec les Français, entre les différents acteurs, pas que les médecins, les différents acteurs. Et sur ce plan, la CSMF avons proposé depuis longtemps, mais beaucoup depuis le mois de mars 2022. À peine élu président depuis quelques heures, j'avais mis sur la table, peut-être de façon imprudente, mais je ne crois pas, j'y crois beaucoup, les mots droits et devoirs. Imprudente, parce que je me suis dit que j'allais, et d'un clin d'œil, faire le mandat le plus court de président de CSMF, on est révocable ad nutum, comme disent les avocats, c'est-à-dire je me suis dit, le prochain bureau, je vais faire autre chose. Parce que dans les mots d'un syndicaliste, les droits, ça jusque-là tout le monde comprend, les devoirs, il faut les expliquer. D'autant qu'on sort de 2 ans de Covid, où on sait, y compris avec la disparition de certains de nos confrères, de tout secteur, mais beaucoup dans le secteur libéral, qui ont été soignés, les Français, dans des conditions qu'on connaissait, non protégées, sans masque. 2 mots d'explication sur les droits et devoirs. Les devoirs, on les assume. Simplement, aujourd'hui, on est face à ce problème d'accès aux soins, de difficulté d'accès aux soins. Donc, finalement, il faut qu'on puisse en faire plus. En faire plus, c'est pas travailler plus qu'aujourd'hui, parce que de toute façon, ça va pas être vendeur, ne rêvons pas. En faire plus, c'est travailler plus au sens où comment fait-on pour voir plus de patients différents avec des critères de qualité et de pertinence? Finalement, c'est du travailler mieux qu'on le fait, même si on a tous l'impression. C'est pour ça que je suis à ce point attaché à la qualité, parce qu'on sait très bien qu'on connaît l'adage de tout objet éclairé modifie son comportement. Je suis certain que même si on fait bien, on peut faire mieux. Et en préservant la qualité de vie du médecin, comme en préservant la qualité de vie de chacun, parce que si on ne met pas cette notion-là en tête, on a perdu avant de commencer. Mais cette partie devoir de droit et devoir, à mes yeux, très clairement, ce n'est pas les devoirs des médecins libéraux. Non, c'est les devoirs de tous. C'est les devoirs de l'ensemble des corps professionnels et de tout secteur d'activité. C'est
les devoirs des patients. Et j'avais cet échange la semaine dernière avec Gérard Raymond et les équipes de Doctolib, et j'aurai la même chose avec les équipes de la CGDIM pour savoir ce qu'on met sur la table dans la problématique, on le sait tous, de ce qu'on appelle les lapins, les no-shows, bref, les rendez-vous non honorés. On ne va pas se battre sur les chiffres. En tout cas, c'est un vrai souci. Et puis c'est les devoirs de la société, finalement, de l'État, de l'assurance maladie. Et que donne-t-on comme moyen aujourd'hui au système de santé pour se rénover? Et puis à côté, il y a les droits. Et vous savez, c'est Olivier, et vous savez tous, parce qu'on a beaucoup communiqué sur ce sujet, qu'on met en avant, et ce n'est pas une idée nouvelle dans la maison CSMF, moi ça fait 15 ans que j'entends parler de la nécessaire hiérarchisation de la consultation. Après tout, dans notre métier comme dans d'autres métiers, toutes les consultations ne se valent pas, et évidemment quand on suit quelqu'un qui est un nourrisson, un patient qui a une affection longue durée, qu'on voit un patient pour la première fois, bref, il y a quelques critères qui sont parfaitement identifiables, où la consultation est de fait potentiellement plus complexe, même si on va me donner évidemment le contre-exemple en me disant le renouvellement d'une ordonnance chez un patient stable, parfaitement équilibré, ça prend pas beaucoup de temps. Oui, mais si elle est en ALD, c'est que potentiellement sa maladie est plus sérieuse et plus grave. Ça, c'est la première notion. Et puis, la deuxième notion que j'ai mis sur la table, au départ d'ailleurs avec plutôt un regard intéressé et bienveillant des deux conseillers santé du président de la République, de la conseillère santé du président de la République et du conseiller santé de la Première ministre, ce que j'avais appelé un contrat d'engagement populationnel. Parce que je sentais bien que cette hiérarchisation des consultations, où la philosophie, c'est finalement valorisons l'expertise du médecin, donc rémunérons mieux le médecin en fonction de son expertise, mais également d'une fréquence, parce que sinon, on n'aura rien résolu. Et pour ça, ça c'est la partie droit, et la partie devoir, c'est qu'il s'engage sur son territoire, sur son bassin de population, à pouvoir s'organiser. Ce n'est pas qu'une question de rémunération seulement, c'est donnons les moyens de. Et quand je vois, je fais toute petite digression, mais évidemment qu'on soutient la nécessaire place des assistants médicaux, évidemment qu'on soutient haut et fort, on va en parler juste au sujet des différentes PPL et de la PPL portée par Stéphanie Rist. Simplement, quand l'ambition au plus haut niveau de l'État, c'est d'avoir 10 000 assistants médicaux fin 2024, waouh, désolé d'être un peu cru, hein, mais il y a 118 000 médecins libéraux. Alors, donc, on met 10 000, donc ça fait 10% des médecins. On sait quand on a un assistant médical dans un cabinet médical, ça augmente la patientèle de 10%. 10% de 10%, ça fait bien 1%. Et donc, l'ambition au plus haut niveau de l'État, c'est d'augmenter finalement la réponse aux besoins de soins de la population d'1%. Waouh. Je trouve qu'on peut faire mieux. Je ne suis pas en train de dire que ça doit être financé, je suis un libéral moi, je ne suis pas en train de dire que ça doit être financé par les deniers de l'assurance maladie. Je ne suis pas en train de dire le contraire non plus, parce que je sais très bien que certains de mes confrères qui n'ont pas la culture de l'entreprise médicale, et ce n'est pas un gros mot, au contraire, ça n'empêche pas, bien au contraire, le colloque singulier, l'empathie, au contraire, ça donne du temps aux médecins, ça. Mais ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre formation, cette hiérarchisation et ces moyens de nos médecins doivent pouvoir, dans une politique de droit et de devoir, de contrat d'engagement populationnel, avancer vers ça. Alors, il y a tout ça. Et finalement, quelque part, vous avez entendu, comme moi, le discours et les vœux du président de la République. Et quand en direct, devant mon écran d'ordinateur et sur une chaîne d'information continue, j'entendais ça et que, entre autres, mon copain Philippe Bessé, que vous connaissez bien, m'envoie un premier SMS, un deuxième et un troisième, et qui me dit t'as vu Franck, ça fait 3 fois que le président parle de droit et devoir, ça c'est toi. Et puis t'as vu qu'il propose un contrat d'engagement populationnel. Je dis oui, je pourrais être fier sur le coup, mais qu'est-ce que ça va donner? Et ce que ça donne, c'est que la semaine dernière, dans les bilatérales, donc on est dans le cadre des négociations conventionnelles, l'interprétation qu'en fait la Caisse d'assurance maladie, c'est y mettre en place une proposition de hiérarchisation, ça on le savait, on parle pas argent, mais il ne faut pas être bien malin pour avoir deviné entre les lignes
où est-ce qu'au maximum ils veulent y aller, et on ne met pas, je trouve, les moyens suffisants pour donner. C'est pas seulement des rémunérations de médecins. La CSMF ne demande pas 50 € la consultation. Hein. Non seulement on ne le demande pas, parce qu'on pense que c'est inatteignable, mais surtout parce qu'on pense que ça rendrait plus difficile l'accès aux soins. Les Canadiens l'ont montré. Et un certain nombre d'ailleurs de leaders de ceux qui portent ce 50 € disent eux-mêmes qu'ils ont une activité qui n'est pas quotidienne pour ne pas payer, ne pas être trop fiscalisé. Donc on imagine bien que si ça augmente, ils vont peut-être baisser leur activité. Et donc, que fait la CNAM? La semaine dernière, d'où le communiqué de presse envoyé par la CSMF, et tout le monde se dit mais pourquoi la CSMF ne bouge pas après les propos du président de la République? Elle dit parce que moi j'attends la déclinaison dans la bilatérale qu'on aura avec la CNAM. Et la déclinaison, c'est contrat d'engagement territorial. Jusque-là, ça me va bien. Simplement, on nous demande, et vous l'avez vu comme moi, hein, il y a un certain nombre de cases à cocher finalement, mais avec un degré à atteindre qui est jugé inacceptable par les médecins de terrain, y compris chez nous, à la CSMF, qui est plutôt un syndicat réformateur. On est plutôt la CFDT du syndicalisme médical que Sud. Quoi. Non, mais objectivement, et pourtant, c'est vécu comme un mépris et c'est vécu comme une insulte. Et j'en parle à Thomas Fatome, parce que je lui dis, il me dit oui, mais on ne peut pas cocher toutes les cases. Je me dis, mais Thomas, quand tu mets sur un diaporama que, non pas au titre d'un cabinet médical, mais d'un individu, il faut travailler 5 jours par semaine, j'espère pas vous choquer, 5 jours par semaine dans son cabinet médical. On fait plein d'autres choses à côté de ça. Quand tu mets qu'il va falloir travailler 35 semaines par an, pire, quand tu mets en place, ou tu proposes la mise en place finalement d'une réserve sanitaire à la main de l'ARS pour pallier aux difficultés en cas d'épidémie et de période de vacances scolaires, tu agites le chiffon rouge pour énerver ceux qui n'avaient pas besoin de l'être. J'y crois, moi, un contrat d'engagement populationnel, mais allons-y de façon énergique, mais il faut donner envie, parce que le pire du pire, c'est pas que la convention échoue sur un plan tarifaire. Le pire du pire, c'est que la convention échoue, c'est-à-dire soit on la signe pas, soit que ce contrat et ces contrats d'engagement optionnels, les médecins ne s'en accaparent pas. Parce que si c'est ça, on va donner, et ce sera la fin de mon propos, raison aux députés, Stéphanie Rist, Thomas Mesnier, les X PPL déposés par Guillaume Garot, qui n'ont de cesse que de penser qu'on va mettre en place de la coercition, un conventionnement sélectif, supprimer les libertés d'installation, mettre une permanence des soins à titre individuel, comme le propose Thomas Mesnier. J'ai envie de lui dire, retournez les choses du côté hôpital, vous verrez que c'est là aussi, je suis désolé, je pense que, et je n'oppose pas les systèmes, hein, je sais bien que 8 consultations sur 10 sont faites par un médecin libéral, je sais bien que 80% de l'endoscopie, de la radiologie, 60% de la chirurgie est faite en ville, et pour autant, et je vous disais quelle était ma famille génétique d'un petit mot tout à l'heure, c'est pas moi qui vais aller dire du mal de l'hôpital public, parce que je pense que nos systèmes sont complémentaires et ne sont pas concurrentiels. La tarification à activité a rendu les établissements concurrentiels entre eux, mais nos systèmes sont complémentaires et ne sont pas dans une concurrence à l'activité, en tout cas pas chez les professionnels de santé. Et donc, on a vu arriver ces PPL, et entre autres celle qui fait aujourd'hui couler beaucoup d'encre. Le ministère, Thomas Fatome, les députés de toutes sortes et de tout secteur, évidemment on les sollicite, mais des sollicitations de leur part pluriquotidiennes, encore hier, comme tout le temps, à tout niveau, avec une grosse inquiétude pour nous. Je finis peut-être mon propos là-dessus parce que je veux que les choses soient claires sur le courant de pensée de la CSMF, qui n'est pas tout à fait superposable au courant de pensée de tous les syndicats médicaux. Bon, Stéphanie Rist nous a auditionnés, tous ensemble. La réponse de la CSMF que je portais, ça a été de dire, vous connaissez comme moi ce projet de loi porté par Stéphanie Rist, un projet de loi, entre autres, dans son article 1er,
vise à donner un accès direct aux infirmières en pratique avancée. D'abord, soyons clairs, et c'est ce que je répète à mes confrères médecins, vous inquiétez pas, ça ne va pas modifier à ce point vos pratiques demain matin, hein, parce qu'il y a moins d'une petite centaine d'infirmières en pratique avancée en secteur libéral, parce que leur modèle économique et elles n'ont pas assez de patients qui leur ont été confiés par les médecins. On forme un peu moins de 1700 IPA par an quand on forme 10 700 médecins par an. Donc, l'enjeu, il n'est pas là. Je balaye d'un revers de main celles et ceux qui disent lutter contre la loi RIST, c'est comme d'habitude une mesure de protectionnisme de ces vilains médecins qui n'ont que faire de la qualité et qui ne pensent qu'à défendre leur métier envers et contre tous. En revanche, je mets en avant les dangers d'une médecine à deux vitesses. Je mets en avant les dangers d'aller recréer à la mode Madame Bovary les officiers de santé, et dont on connaît la fin. Et j'ai une divergence, ou alors on n'a pas la même lecture, mais je ne suis pas historien, j'ai une profonde divergence d'opinion avec Patrick Chamboré, donc, qui est le président du Conseil de l'Ordre des infirmiers, et qui, il y a quelques semaines avant Noël, vient me voir dans mon bureau, c'est lui qui a pris rendez-vous, et me dit, soyons clairs, ce que je porte comme projet, ce sont des officiers de santé parfaitement indépendants de tout. Et je lui dis, mais peut-être une erreur historique, peut-être, mais si je me souviens bien, la façon dont ça s'est arrêté, ça s'est arrêté pour deux raisons. La première, c'est que ça a augmenté le consumérisme médical, parce que finalement, il y avait les médecins des champs et les médecins des villes, et les Français des champs et les Français des villes, et c'était ça le sujet. Et que les Français des champs, si je devais m'exprimer ainsi, peinaient à trouver une réponse à leur demande de soins. Alors que les Français des villes trouvaient plus facilement un médecin. Et donc, on a avancé, la nation a inventé ce corps d'officier de santé, puis au bout de 90 ans, ça s'est arrêté d'une part parce que finalement, les Français des champs et de la ruralité, quand la maladie était un peu plus sérieuse, s'inquiétaient de leur prise en charge et finalement allaient demander un deuxième avis auprès d'un médecin. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu un problème d'équilibre et d'égalité au sein de la société en disant, et c'est ça, moi, ma crainte. Alors, je vous disais, peut-être d'un mot de conclusion, que l'appréciation sur cette PPL risque qui fait beaucoup coller d'encre est sensiblement différente de certains syndicats. Certains syndicats disent le passage vers le médecin traitant est la porte d'entrée obligatoire, quoi qu'il advienne, parce que ce sont des professions prescrites. Moi, je pense que si on continue comme ça, on va tout faire sauter, parce qu'on ne sera pas assez en nombre dans une population vieillissante et où les maladies chroniques augmentent pour répondre à des soins de qualité partout. On n'y arrivera pas. Donc, il faut s'y mettre à plusieurs. Mais on ne peut pas transiger sur la qualité. Et pour ne pas transiger sur la qualité, les mots-clés, c'est coordination et protocole. Pas protocole individuel, parce que sinon, on n'améliore pas le schmilblick. Mais que sur un bassin de population, sur un bassin de vie, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les kinés, les orthophonistes et vraiment tout l'écosystème, les patients, évidemment les patients, les élus, se mettent autour de la table en disant qui fait quoi. Mais dans le cadre d'un exercice coordonné dans ce que j'appelle une équipe de soins traitante, alors ça fait bondir ma collègue et d'MG France, Agnès Janotti. Ça me dit, mais équipe de soins traitante, ça veut dire que tu ouvres la porte à un pharmacien référent et un infirmier référent. On dit, mais non, ça veut dire dans ma bouche, en tout cas, des gens qui sont dans l'effection. Ce qui est un peu différent des CPTS, qui est plutôt une réflexion territoriale et pas forcément une effection sur exactement le même bassin de vie. Ça existe, mais c'est pas. Voilà. Et je l'ai dit maintes et maintes fois, Stéphanie Ries, on fait le même métier. Vous êtes médecin, rhumatologue de mémoire au CHU d'Angers. Vous savez très bien comme moi que l'ensemble de l'organisation hospitalière publique et privée, elle est faite de protocoles de soins, de référentiels, et ça assure à chacun et chaque patient une qualité la plus identique possible. Et puis ça assure à chaque professionnel de santé, à chaque médecin,
Donc voilà un petit peu le champ, mais je pense que on est à un tournant de notre société et qu'il faut réinventer un pacte social parce que le sujet me semble sérieux et plus que d'actualité à venir. D'aujourd'hui et à venir. Hein. On sait tous qu'on aura autant de médecins en 2035 qu'aujourd'hui. Ça va baisser jusqu'en 2030. Et puis, simplement, les médecins de 2035, si on regarde l'évolution et cette transition professionnelle, les vieux comme moi, ils seront partis. Je serai avec Olivier à boire des coups en Bourgogne ou en Champagne. Mais c'est-à-dire que les plus jeunes, ils veulent travailler différemment. Et il faudra. Alors, on sait que la démographie médicale va augmenter, mais en 2035, on va être beaucoup plus en difficulté. Et feu Anne-Marie Broca, que j'avais eu l'immense honneur et plaisir de modérer il y a quelques années aux universités de la CSMF, on avait beaucoup échangé sur ça. Et il m'avait dit, mais regardez tous les travaux que nous avons menés au HCAM, l'évolution de la démographie de la population française et des grandes démocraties occidentales et l'évolution de la démographie médicale fait que on ne peut pas ne rien faire. À ne pas se dire, dans 15 ans, ça ira mieux. C'est pas vrai. Dans 15 ans, ça ira moins bien si on fait rien. Voilà, un peu, j'espère pas avoir été trop long, mais... Non, non, au contraire, c'était passionnant. Merci pour cet appel à un nouveau pacte social, parce que je pense que c'est justement en travaillant tous ensemble qu'on arrivera très certainement à trouver des solutions qui durent, on va dire, qui durent plus longtemps parce qu'elles peuvent être plus flexibles. Parce que là où on souffre dans ce système de santé, c'est quand même une rigidité de fer, avec un système qui est ultra administré et qui ne débouche pas sur des prises en compte concrètes, souvent des situations populationnelles, sauf dans ce nouveau courant qui est insufflé, en particulier et porté par Agnès Firmin-Lebaudot. Je sais que tu la vois cet après-midi, j'ai vu son agenda aujourd'hui, donc c'est paru dans l'APN. Je vois Agnès Firmin-Lebaudot cet après-midi. Ah bah je crois. T'es dans son agenda. Ah bah, ah bah mince. Non? Non. Alors je me suis peut-être trompé, j'ai mal lu la dépêche, c'est peut-être Non, demain. je l'ai vu à l'ordre la semaine dernière. Voilà. Non mais c'est pas très grave, c'était l'anecdote qui me... Parce que j'ai vu passer ton nom justement dans cette recherche. Mais je crois que fondamentalement, cette flexibilité au niveau des territoires est quelque chose qui est important. Tu sais que c'est une valeur qu'on porte chez NIL. Pour nous, elle est fondatrice d'un nouveau système et de la refondation du système. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Je crois que ce pacte social, en plus, les associations de malades, enfin, j'aimerais bien avoir leurs opinions, mais adorerais qu'elles soient. Tiens, ben voilà, la première question vient d'une Olivier, association si de tu malades. veux, je veux bien, moi aussi, Benoît. Ah bah, Benoît, tu lèves ta petite main jaune et je te n'ai donnerai pas la accès à la parole. main. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas accès à la main. Mais bon. Ah bah, je te passe la parole après Anne qui a levé la main. D'accord, merci. Voilà. Oui, bonjour Monsieur De Wilder, Anne Legrand, je suis patiente experte pour la sclérose en plaques. Je fais partie de l'association de patients sclérose en plaques. Alors tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec vos idées de contrat de territoire. Moi, je suis en plus élue, donc territoriale, et je pense qu'effectivement, la coordination, comme vous l'avez expliqué, avec les protocoles, me semble être une piste intéressante. Je vous remercie pour votre invitation pour le congrès. J'espère que vous allez inviter les associations de patients à y participer, parce que c'est très intéressant ce que vous dites, et vous savez bien la relation de confiance que l'on a, nous, patients, avec nos médecins qui nous suivent, parce que je suis atteinte de maladies chroniques, et donc c'est toute la vie. Et donc, on crée une alliance thérapeutique nécessaire à l'observance, au suivi, à éviter les rechutes, etc. etc. Et dans ce cadre-là, ma question va suivre, c'est concerne les médicaments biosimilaires. Vous savez que, par exemple, en sclérose en plaques, le natalizumab a eu une autorisation pour un biosimilaire à l'Agence américaine du médicament et aussi à l'Agence européenne, mais uniquement dans le cadre de la CEP-RR en Agence européenne. Il est question, on entend parler de la substitution en officine des médicaments biosimilaires. Alors nous, en tant que patients, on est pour l'interchangeabilité parce qu'on a confiance à la prescription de notre médecin, et il y a de toute façon
comment dire, une alliance, un consentement éclairé et un partage de la décision médicale. Par contre, j'aimerais savoir quelle est votre position par rapport à cette substitution de médicaments biosimilaires en officine. Alors, merci de me donner la parole sur un sujet qui me passionne et que j'ai la prétention de connaître un peu comme prescripteur et sur lequel je suis beaucoup intervenu parce que moi aussi, j'utilise des biothérapies parce que je suis gastroentérologue. Donc, je les utilise entre autres chez les patients qui souffrent d'une maladie inflammatoire intestinale. Alors, déjà, université d'été, bien sûr que oui, et je demanderai à Olivier de me donner tout le listing et vous serez tous invités. Juste pour information, l'an dernier, lors de nos universités d'été qui se sont déroulées à Antibes, une des tables rondes m'avait permis, et merci à l'association François Petit et Anne Buisson, mais également à Jean-François Desplats côté diabète, de m'avoir permis d'inviter sur l'estrade 2 patients experts accompagnés de médecins sur le... et je ne voulais pas des patrons d'associations, de vous à moi, très clairement, je suis très copain avec Gérard Raymond, mais il m'avait dit, mais pourquoi tu ne m'as pas invité moi? Mais j'ai dit, mais parce que Gérard, tu vas faire comme moi quand je suis sur l'estrade, c'est-à-dire tu vas faire un discours politique, parce que tu vas te retrouver, parce qu'évidemment, ta prise de parole, elle est France Asso Santé, ce qui est remarquable. Mais moi, je veux les gens de terrain. Je voulais donner à cette table ronde cet éclairage particulier dans la vraie vie, finalement. Sur les biosimilaires, on est beaucoup intervenu et je pense qu'on partage exactement la même analyse. D'abord, je vais faire un distinguo. Et je me souviens que la directrice générale, dont j'oublie le nom, de la NSM, m'avait rejoint sur ce distinguo quand il y a un an ou deux, on avait évoqué ce sujet. On avait beaucoup travaillé avec tes équipes, Olivier, et vous aviez monté plus qu'un groupe de travail sur ce sujet-là. Et la directrice générale de la NSM m'avait rejoint quand j'avais exprimé l'idée que dans les biosimilaires, il fallait peut-être distinguer ce que j'avais improprement appelé les petites molécules et les biothérapies. Parce que je trouve que c'est assez différent de mettre en place une interchangeabilité pour une molécule qu'on va prendre parce que je me suis tordu la cheville au tennis et que je me retrouve bloqué et qu'on me dit qu'il peut me faire des injections d'énoxaparine, même si j'ai bien vu, je crois que Catherine Labarre était présente, et même si je suis étonné que quand on veut réindustrialiser la France et l'Europe, on mette dans la liste des biosimilaires un médicament qui est fabriqué par un des leaders français de l'industrie pharma, et il n'y en a pas 36 quand même, mais c'est tout, mais je n'ai pas forcément les tenants et aboutissants économiques, c'est pas mon métier. En revanche, je suis farouchement opposé à la substitution chez le pharmacien. Faut opposer, et je me suis très fortement opposé à l'ancien président de l'USPO, Gilles Bonnefond, sur ce plan. En plus, là aussi, ça ne marchera pas. C'est comme la contrainte à l'installation. Deux sujets radicalement différents, mais ça ne marchera pas. Les pharmaciens ne sont pas fous, hein. Et ils ne veulent pas endosser la responsabilité, hein. Moi, tous les pharmaciens qui travaillent autour de la clinique Lancy Santé à Reims, il n'y en a pas un. J'ai des copains intimes là-dedans, et ils m'ont dit, mais jamais de la vie. Parce qu'ils savent très bien, moi je leur ai dit, tu fais ce que tu veux, hein. Mais si tu changes de médicament, le jour où le patient ne va pas bien, je dis au patient d'aller voir le pharmacien. Parce que tu assumes ta responsabilité de A à Z. En revanche, l'interéchangeabilité, en fait, plus que ça, c'est la décision partagée. Et moi, je pense que la décision partagée, elle doit être menée avec le patient, parce que, après tout, c'est lui que ça concerne avant toute chose. Et je dis pas ça parce que vous êtes association de patients. Je pense vraiment. Le patient, c'est sa vie, après tout, mince quand même. Son ou ses médecins, généralistes et des spécialités concernées, et le pharmacien. Et là, on a un rôle tous potentiellement à jouer. Et si il doit y avoir une incitation financière, mais là aussi, moi, je ne suis pas en train de dire, l'incitation financière, elle doit toucher le tout-bib avant toute chose, et il faut blackbouler le pharmacien. Mais non, chacun, si elle doit être incitée au service d'une meilleure économie de la nation, allons-y. Mais interéchangeabilité et surtout le concept de la décision partagée. C'est pas possible autrement.
Merci beaucoup, c'est très clair et merci d'être dans la… Enfin, voilà, les associations de patients sont dans cette dynamique-là aussi par rapport à la substitution et l'interchangeabilité. Donc, ravi que vous partagiez cette vision. Merci. Alors, je passe la parole maintenant. Merci Anne, en tout cas, cette question, elle est essentielle. C'est vrai que l'avenant numéro 9, ça avait été quelque chose qui était protecteur et on espère que tu le défendras, les acquis de l'avenant numéro 9, qui d'ailleurs, sur un plan économique, montre que l'interchangeabilité, ça fait plus pour les biosimilaires que la substitution. Ça, je dis ça au passage. On a quelques chiffres là-dessus qu'on pourra mettre à ta disposition si tu veux. Et si je ne me trompe pas toujours sur ce sujet-là, vous avez vu que l'Allemagne, qui avait pris une certaine avance sur nous, sur ces biosimilaires de biothérapie, on pense aux anti-TNF et autres, si j'ai bien lu, a fait machine arrière. Mais oui, parce que l'effet nocebo, le machin, et finalement, a fait machine arrière. Donc parfois, il faut savoir s'inspirer de l'expérience de nos voisins. Et voilà. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on en parle un peu moins. Mais peut-être que je me trompe et que l'actualité est ailleurs, finalement. Alors, maintenant, je passe la parole à Benoît. Benoît Péricard. Merci. Merci Olivier. Bonjour Franck. Bonjour Benoît. Merci une fois de plus pour ta franchise. Je voudrais revenir sur 3 points. Le premier que tu as abordé, mais qui me paraît quand même assez nouveau et assez grave, c'est quand même l'hostilité, je crois qu'il faut le dire, entre aujourd'hui une partie des élus et celle des médecins. Moi, ça fait 30 ans maintenant que j'ai commencé à être dans le système de santé et au début, j'avais repéré une indifférence assez grande, notamment d'ailleurs des maires avec le système de santé parce qu'ils ne le comprenaient pas. Et ensuite, les médecins leur faisaient souvent un peu peur. Ils avaient un grand respect, mais aussi une grande méconnaissance. Bon. Aujourd'hui, alors tu as cité quelques initiatives de députés qui sont dans ce sens-là, y compris de députés médecins eux-mêmes, mais je crois que c'est quand même quelque chose qui est nouveau et sociologiquement, politiquement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte. Et à cela, je voudrais donner 2, non pas solutions, mais 2 pistes qui sont assez rarement explorées. Il y en a une que tu connais, l'autre que peut-être un peu moins. La première, c'est celle du casting. Je trouve qu'il n'y a pas assez de mélange dans notre système et qu'il n'y a pas assez de médecins, que ce soit des libéraux ou des hospitaliers, qui exercent des fonctions au sein de ce que Olivier appelle justement la forteresse administrative et autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de mélange de culture. Et si les libéraux sont mal connus ou sont mal appréciés, c'est aussi parce que la plupart des gens qui parlent d'eux ne les connaissent pas, ne vivent pas leur situation. Donc, j'en parlais encore avec quelqu'un que tu as cité tout à l'heure, qui exerce des responsabilités aujourd'hui. Quand on cherche aujourd'hui des responsables pour exercer y compris dans des CHU, des responsables pour y diriger des CHU, diriger des ARS, eh bien, on n'a pas une liste de médecins comme ça qui viennent spontanément. Je crois qu'on devrait travailler ensemble à une sorte de vivier pour promouvoir justement ces mélanges. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, tu le connais, je l'ai déjà exprimé, mais je suis un peu seul dans le désert, mais je vais jouer c'est le statut unique du médecin. Je pense que quand tu disais on commence les négociations conventionnelles et est-ce qu'on va aller jusqu'au bout ou pas, j'en sais rien. Moi, j'aurais presque envie de dire, mais si on peut ne pas aller jusqu'au bout, mais si ça doit déboucher sur autre chose, de quelque chose de plus constructif, pourquoi pas? Je crois qu'un des mots essentiels de notre système, c'est cette césure absolue entre le système hospitalier et le système libéral. Il faut casser ça. Il faut casser ça et pas seulement par des passerelles. Il faut quelque chose de plus systématique. Ton prédécesseur l'avait, mais je crois que c'était une petite lubie à Gien il y a 5 ou 6 ans, émis l'idée qu'on pourrait aller vers ça. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas été repris. Donc voilà mes 2 idées, du casting et réfléchir à un statut nouveau pour le médecin. Alors, sur les différents points abordés, d'abord, effectivement, c'est nouveau d'avoir une hostilité entre élus et pas que au niveau national. Pas que les députés, finalement, pas que les sénateurs non plus, mais sur le terrain et les médecins. Et cette hostilité, je pense qu'elle vient des difficultés démographiques, avec des prises de décision, et moi je le rejoins complètement sur l'acculturation qu'on doit avoir l'un de l'autre.
sans être polémique, si, et tu sais bien et tu le devines, et je crois que vous l'avez invité récemment, j'ai des liens d'amitié sincère, de respect mutuel avec mon copain Arnaud Robinet, facile, il est rémois, moi aussi. Il a son franc-parler, il est assez direct. Et je pense que finalement, on doit être né dans la même bouteille de champagne ou presque. Et bref, on partage ça. Mais son prédécesseur n'a eu de cesse pendant toute une partie de son mandat que de prouver que si la médecine hospitalière et l'hôpital public étaient en grande difficulté, et c'est une vérité, je ne suis pas en train de dire ça va bien, c'est parce que la médecine libérale n'en ferait pas assez. Et je pense que c'est un problème de connaissance du métier, de discussion avec l'autre. C'est pas forcément d'ailleurs entièrement sa responsabilité. Hein. On se rend pas forcément assez disponible. Et on voit bien les élus sur le terrain. Je donne un exemple concret. Un de mes meilleurs copains travaille dans une maison de santé pluridisciplinaire en ruralité, dans la vallée de la Marne, dans un petit village, entre Dormans et Château-Thierry. Il devait être 5 ou 6 médecins au sein de cette maison de santé. Qui répond à tout ce que l'on rêve. En tout cas, moi, j'en rêve d'avoir un territoire maillé de ce genre de structure. Il y a 5 ou 6 médecins, il y a autant d'infirmières, il y a des kinés. Ils ont mis en place de la télédermatologie, de la téléophtalmo, avec des appareils de mesure qui viennent. Je trouve que c'est remarquable. Le maire du petit village d'à côté, distant de 5 km, il pleure parce qu'il n'a pas son médecin. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il met à disposition un local municipal et il fait des pieds et des mains pour essayer de recruter son médecin. Finalement, il n'y arrive pas. Mais je me dis, ça pose un vrai problème. Dans le même ordre d'idées, cabine de téléconsultation. On nous colle souvent, nous à la CSMF en particulier, le fait d'être farouchement opposé aux plateformes de téléconsultation. Et je pense, et je l'affirme, et je l'ai dit, que dans le discours du président de la République, il y a un carton rouge, qui a même d'ailleurs surpris en off, et on le sait tous, ou presque au téléphone, ses équipes les plus proches. Les plus proches. Mais quand il dit on fait sauter le plafond des 20%, je trouve que cette décision, au plus haut niveau de l'État, c'est le premier d'entre nous, elle n'est pas sans conséquence. Franchement, elle n'est pas sans conséquence. Parce que, bien sûr que les plateformes de téléconsultation et toutes ces startups qui ont mis à notre disposition ces outils nouveaux, c'est un plus, ça fait partie du panel de la réponse aux besoins de soins. Bien sûr que les cabines de téléconsultation, ça remplace le pass-to-bib, mais il faut y mettre de la qualité. Et là, les élus, je pense, ont un rôle à jouer. Simplement, mon sentiment, alors que je pensais qu'il fallait confier ça plutôt aux communautés de communes, je finis par me demander si finalement il ne faut pas confier ça aux départements pour éviter qu'il y ait des querelles de chapelle. Voilà, en tout cas qu'il n'y ait pas de querelle de chapelle, qu'il y ait une organisation territoriale respectueuse. Et dans la même file d'exemple, je m'étonne toujours que nos gamins, on les fout dans des bus scolaires parce qu'on va à l'école dans le village à côté. L'été, quand on est proche des plages, moi je vois ça dans le sud-ouest, il y a des bus verts qui marchent, qui à l'hydrogène et l'électricité, et on amène les vacanciers du camping des côtés sur le bord de plage. Mais sinon, ces villes, elles pourraient fermer leur camping. Mais on peut mettre Madame Michu qui va voir son docteur dans le même transport, et ça coûte moins cher. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut écarter les sociétés de transport sanitaire, mais on pourrait faire différemment. Alors, sur les deux pistes, 2 commentaires sur les 2 pistes. Le casting, 100% d'accord. Simplement, quand on est médecin libéral, et je pense que c'est la représentation, alors on peut le faire sur le terrain, mais le casting au niveau national et à l'Assemblée, c'est pas facile de se dire je dévisse ma plaque temporairement, je me consacre uniquement et essentiellement, parce qu'on sait combien c'est impactant sur sa propre vie. Certains députés continuent à avoir une activité médicale. Mais c'est compliqué de faire ça et dire finalement, si à l'élection d'après, je passe à la trappe, je reprends. Je pense que c'est une des raisons qui
qui effraie. Ça devrait peut-être moins effrayer aujourd'hui compte tenu des difficultés démographiques, mais aussi il va falloir reprendre le chemin en marche. Et on sait que la connaissance médicale, ça évolue et ça évolue vite. Sur le statut unique, bien sûr, évidemment, j'étais perfusé à cette idée-là dans la maison CSMF depuis longtemps. Moi, je ne sais pas si c'est une question de statut. En tout cas, ce qu'il faut permettre, c'est des passerelles beaucoup plus faciles qu'elles ne sont possibles aujourd'hui. Et aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'on a besoin de tout le monde. Et on a un hôpital public qui est dans son silo assez étanche, et puis finalement une médecine de ville qui est dans son silo à elle, presque aussi étanche. Et les passages de l'un vers l'autre, alors que le Covid nous a appris que c'est ensemble qu'on réussit mieux, est excessivement complexe. D'un exemple, le patron de chirurgie hépatique, digestive et hépatique du CHU de Reims, qui s'appelle Reza Kenmanesh, qui est un type brillantissime, mais excessivement spécialisé en chirurgie hépatique et pancréatique, vient nous voir à la clinique en nous disant la disponibilité des blocs opératoires au CHU et son organisation ne me permet pas d'en faire plus que ce que nous faisons aujourd'hui. Et finalement, est-ce que à la clinique, vous accepteriez que j'ai une vacation une fois de temps en temps, dont acte. Nous on dit waouh, super. Et finalement, ça s'arrête. Et ça s'arrête parce que on finit par nous dire que pour mettre en place cette organisation, il faut créer un groupement de coopération sanitaire pour un seul homme, que ça nécessite une usine à gaz pas possible. Et c'est fou. Moi, je trouve ça fou. Alors, on va se dire, finalement, or, on sait, Benoît, toi et moi, que ça existait. Je me souviens de ma jeune enfance où mon grand-père maternel, qui était universitaire, doyen, mais il était cardiologue à Lille, où il exerçait quelques demi-journées par semaine. On a remplacé le maquignon par la norme. C'est ça, tout à fait. Mais voilà. Mais je ne sais pas si c'est seulement une question de statut. C'est des passerelles, une souplesse dans notre organisation. Je ne sais pas si il y a un maximum de passerelles, oui, mais elles n'existent pas aujourd'hui. Ah, tout est fermé. Alors, complètement d'accord sur le diagnostic des passerelles fermées, qui sont, en plus de ça, qui sont entre guillemets existantes, mais totalement virtuelles. C'est ça qui me frappe le plus, c'est cette mise en place d'un certain nombre de solutions pensées par Ségur qui, au bout du compte, ne sont jamais opérantes parce que sur le terrain, elles ne rencontrent pas de réalité concrète. Et ça me frappe. Et je pense aussi que ce serait bien de temps en temps qu'un certain nombre de personnes au sein des administrations centrales viennent sur le terrain voir comment ça se passe, plutôt que de penser en chambre. Je crois qu'il n'y a jamais de meilleures expériences que celles qu'on a en se mettant les pattes dans la glaise. Alors, on a une question de Laurent Schmoll, qui est le CEO de TocTocDoc. Laurent ? Oui, j'ai quelques questions et observations en fait. D'abord, je vais revenir sur ce que tu as dit, Franck, concernant le numerus clausus. Bien entendu, en fait, on a augmenté ou fait abolir le numerus clausus, mais dans la réalité, c'est pas tout à fait juste, puisqu'en fait, le nombre de places en seconde année n'a pas vraiment augmenté parce que les doyens n'ont pas les moyens d'augmenter réellement le nombre d'enseignants et de places, etc. Donc le fait est que les nouvelles générations, tu l'as dit très bien, féminisation, diminution de temps de travail. En plus, on n'a pas du tout anticipé le fait que certains médecins faisaient de la recherche, d'autres sont partis dans les startups. Alors, je dis en 2 secondes, je suis donc chirurgien ORL et je préside une startup qui s'appelle TocTocDoc. Je reviendrai après sur la télémédecine. Et du coup, de fait, on a de moins en moins de temps médical disponible par médecin. Donc, avec une population vieillissante, évidemment qu'il va falloir trouver des solutions. Alors, ça peut être des solutions de délégation de tâches. Là, j'ai bien compris que tu avais des limites, en tout cas, à la délégation de tâches auprès des infirmières, ou en tout cas, pas si elles ne sont pas encadrées. Là, je te suis bien. Il faut que ça fasse partie d'une équipe de soins traitante. Ça, c'est évident que il y a autant je milite pour la délégation de tâches, autant ce n'est pas dans n'importe quel sens, ou par des assistants médicaux, mais là aussi, il y a un problème sûrement de rémunération. Et la rémunération du médecin, je rappelle quand même, pour que les choses soient claires, qu'un médecin en secteur 2 qui n'a pas signé l'OPTAM, aujourd'hui, la consultation est à 23 €. Elle n'a pas bougé, je dirais, je ne sais pas, depuis 10 ans. Celle qui a un peu augmenté, c'est celle du généraliste.
ou ceux qui ont signé l'Optam, elle est à 28, mais elle est à 23 €. Hein, c'est moins qu'une coupe de coiffeur. Donc, en fait, on s'en remet au dépassement d'honoraires, parce que sinon, les spécialistes, avec l'environnement, le secrétariat et le matériel qu'ils ont et qui doit être renouvelé, ne pourraient absolument pas subvenir à leurs cabinets médicaux. Je rappelle aussi que, bon, il y a une trentaine d'années que je suis installé, mais je paye aujourd'hui mon assurance plus en euros, beaucoup plus en euros que je ne la payais en francs. C'est-à-dire qu'elle a été multipliée en gros par 8 ou 9, ce qui n'est absolument pas le cas des honoraires médicaux. Donc, on est extrêmement loin de la possibilité de payer des assistants médicaux demain. Voilà. Donc, ça, c'est une vraie problématique. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que je vois bien que les nouvelles générations et je les comprends, hein, n'ont pas envie de travailler autant et choisissent des spécialités qui ont forcément un peu plus de côté lucratif. Et c'est grave. Et même des spécialités existantes se tournent vers un peu plus lucratif parce que ces honoraires sont extrêmement bas. La dermato, beaucoup de dermato aujourd'hui, il y a des délais, vous le savez aussi bien que moi, qui sont de 3 à 6 mois selon les régions. Les dermatologues se tournent de plus en plus vers la dermato-esthétique, bien sûr. Et si vous avez un bouton, vous avez craint que ce soit un basocellulaire ou autre chose, eh bien, vous allez attendre très, très longtemps. Et quand je dis ça en dermato, je vois aussi ça. Moi, je suis ORL, il y a beaucoup d'ORL, de pneumo et de neuro qui font du sommeil parce que la cotation pour la chirurgie des paupières ou de l'esthétique, beaucoup de médecins généralistes font de l'esthétique. Tout ça parce que les honoraires médicaux sont faibles. Voilà. Ça me paraît une chose très importante. Sinon, je l'annonce tout de suite, et c'est vrai aussi pour la chirurgie, qui était le premier choix autrefois des internes dans les spécialités. Ça n'est plus le premier choix du tout à l'internat. Sinon, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est clair, ça ne sera pas une découverte. On ne trouvera plus beaucoup de médecins qui font de la médecine de soins, mais beaucoup plus de médecins qui font de la médecine de confort parce qu'elle n'est pas nomenclaturée de la même façon. C'est très important. Hein, la chirurgie, la valorisation des actes de chirurgie. Tu es gastro-entérologue, la gastro-entérologie, l'endoscopie est plutôt pas trop mal cotée parce qu'elle est apparue dans les années 80 et que le fibroscope était cher et qu'il y a une nomenclature qui n'est pas extraordinaire, mais qui est mieux coté proportionnellement que le chirurgien qui vient faire refermer un côlon qui aurait un trou post-endoscopie qui pourrait être un accident qui peut arriver. Donc, les actes de chirurgie, si elles ne sont pas recotés, des végétations, c'est 60 € ou même pas d'ailleurs. Après le prélèvement des cliniques, c'est moins que ça, c'est 30 ou 40 €. Donc, il n'y a plus de chirurgiens ORL ou de moins en moins qui veulent faire des amygdales et des végétations, qui préfèrent faire un audiogramme qui est mieux coté. Les actes exploratoires, globalement, sont mieux cotés que les axes interventionnels de chirurgie. Alors, j'en finirai par la télémédecine. Alors, je préside une start-up qui fait de la télémédecine absolument pas grand public, absolument pas pour le smartphone. Je suis même assez opposé à toutes les cabines de télémédecine et les bornes. D'abord, parce que c'est très difficile de se sculpter tout seul dans le dos dans une cabine, que la plupart des gens qui vont dans ces cabines sont des sujets pas trop âgés, alors que les besoins en télémédecine, surtout dans les coins reculés, sont plutôt des besoins de télémédecine des personnes âgées. Donc, dans une cabine, on ne peut pas s'ausculter. Se faire une otoscopie, c'est extrêmement compliqué. Un conduit auditif, c'est oblique en haut et en arrière. Et se faire une vraie otoscopie, sauf en démonstration par des professionnels de la télécabine, c'est très difficile. Et je vais passer à 2 sujets qui me sont importants dans les télécabines. D'abord, c'est 2 mètres cubes d'air. Il y a toujours marqué bien insonorisé sur les salons, sur les télécabines. Ce n'est pas bien insonorisé qu'elle doit être, c'est bien ventilé. Parce que si on met un patient pendant un quart d'heure qu'il a Covid, une grippe ou une varicelle pour un enfant, le suivant, il va avoir le Covid, la varicelle ou le zona ou la grippe, parce que dans 2 mètres cubes non renouvelés d'air, c'est un vrai problème. Ensuite, ces cabines ont une hygiène, je ne vais pas dire douteuse, mais après le passage d'une personne, tous les objets, l'autoscope, les dermatoscopes, tout ce qui a été dans la cabine devrait être nettoyé, ce qui n'est pas fait de façon systématique par les dermatologues. Laurent, il faut qu'on ait des questions courtes, parce qu'autrement, j'ai encore beaucoup d'autres questions. OK. Et donc, en fait, cette télémédecine, elle doit être totalement organisée sur le territoire et faite dans des lieux où on a la possibilité d'avoir des gens qui sont formés. Quand je vois qu'on veut maintenant mettre des télécabines dans des mairies, alors que c'est des employés municipaux qui n'ont pas l'accréditation non plus pour s'occuper d'hygiène. Voilà. Et je milite pour, c'est ce qu'on fait aujourd'hui chez nous, la télémédecine accompagnée dans le secteur médico-social avec des infirmières à côté des patients. Et je pense, et aujourd'hui on a de très bons résultats, je pense que c'est la meilleure formule, c'est d'avoir des infirmières de télémédecine
qui font à distance, pour le compte de médecins, une échographie cardiaque, une otoscopie, et on fait de la télémédecine de qualité de ce fait-là. Et cette télémédecine, demain, pourra être déportée au domicile et pourrait être une solution même pour ne pas emboliser les urgences, parce que si au lieu d'avoir, et surtout dans les zones reculées, d'aller aux urgences, emboliser les urgences, on avait un numéro vert, on pourrait très bien avoir dans les 4 heures une infirmière de télémédecine qui vienne à domicile et qui, 3 fois sur 4, règle le problème, soit toute seule, soit avec un infirmier à distance. Voilà, je suis désolé d'avoir été un petit peu long. Oui, il faut mieux avoir des questions courtes et des réponses qui puissent et prendre le maximum de questions plutôt que de faire de longs plaidoyers, parce qu'autrement, on ne s'en sort pas. J'essaie de faire très court, dans l'ordre. Délégation de tâches, oui, on y est favorable, mais ce n'est pas seulement ça que veulent les autres professionnels de santé. Non seulement ils ne veulent pas, mais ils le vivent comme presque une dépendance des médecins que nous sommes, Laurent, et transfert de compétences, c'est carton rouge. Une compétence, ça ne se transfère pas et ça s'acquiert. Maintenant, nos métiers évoluent. Le métier de médecin, le métier d'un infirmier, le métier d'un kiné, ça évolue. Et je pense que peut-être le mot-clé, c'est partage de compétences. Simplement, si on veut assurer une même égalité, une même qualité pour chacun, les mots doivent être à nos yeux coordination et protocole, pas par individu, mais et d'ailleurs on le sait tous, médecins tous les deux, on sait tous que la médecine, on l'a fait basée sur des référentiels métiers. Et finalement, c'est ce qui nous permet de faire notre métier de façon plus soft. Les différentiels de tarifs, secteur 1, Optam, secteur 2, la victime, c'est le patient. Et je trouve ça proprement inadmissible. Un médecin secteur 2 est un médecin conventionné. Faut se souvenir de l'histoire du secteur 2 et de ces tarifs bloqués au début des années 80, où on ouvre ce secteur à un horaire libre avant de le restreindre à un certain nombre de conditions de formation initiale, ce qu'on appelle les anciens chefs de clinique assistants des hôpitaux. Juste sur ce sujet-là, moi, ma proposition, ce serait que on puisse accéder à un secteur et qui, à nos yeux, doit être au mieux solvabilisé, même si on sait qu'on a aujourd'hui en France le reste à charge le plus bas des pays de l'OCDE, que 96% de nos concitoyens ont une assurance complémentaire santé, mais que pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, parce que les personnes retraitées, âgées et malades avec petite retraite peuvent avoir un reste à charge important, et à l'autre extrémité de la vie, et pour des raisons différentes, les plus jeunes de nos enfants qui sont étudiants, aussi sur les honoraires médicaux, bah, évidemment, mais évidemment, alors moi je ne ferai pas de politique tarifaire qui nous monte les uns contre les autres, parce que voilà, même si on sait bien qu'il y a des différences et que la CSMF met, comme elle l'a toujours mis, l'accent en particulier sur les spécialités cliniques, la médecine générale, mais la pédiatrie, la dermato, la gynéco-médicale, l'endocrinologie qui est au bas de l'échelle, parce que sinon on n'en a plus. Non mais faut arrêter de penser autrement. Mais c'est vrai que quand on voit que le coût de la pratique, finalement, qui est le coût de l'environnement nécessaire à une réalisation d'une prise en charge médicale, est au tarif de l'année 2005, je suis gastroentérologue, le coût de la coloscopie, qui dans la CCM initiale était un acte perdant, est à l'euro près, au même tarif qu'en 1991. Le tarif opposable, c'est celui de 91. Donc, je dis souvent ça, Thomas. Thomas me dit, oui, mais vous êtes bien payé. Je me dis, mais Thomas, sors-moi un bien de notre environnement économique, quel qu'il soit, qui est au même tarif qu'en 1991. Mais évidemment, je ne paye pas ma secrétaire comme en 91, je ne paye pas mes locaux comme en 91, je ne paye pas mon énergie, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le choix des jeunes générations, juste une information, parce que ça m'a, excusez-moi du terme, mais scotché pour parler, j'étais sur les fesses. Il y a fin d'année, décembre, je suis invité par le CREG. Le CREG, c'est le club des gastroentérologues libéraux. C'est pas un syndicat, ce machin, qui avait été monté par feu mon ami associé Claude Mafioli, qui était un de mes associés et qui occupait le bureau dans lequel je suis aujourd'hui. Donc, je pense qu'il doit y avoir une petite histoire dans ce truc-là. Les jeunes médecins de l'Île-de-France, internes, étudiants en médecine, ont mené une enquête. Les 3 éléments de cette enquête qui m'ont surpris, c'est premièrement comment je choisis ma spécialité. Et comme toi, je me disais, ils vont choisir les spécialités lucratives. Eh ben non, ils choisissent les spécialités qui sont soumises au moins de contraintes possibles.
Donc, ils ne vont pas choisir gynéco-obs. Ça, c'est sûr et certain. Première, celui où il n'y a pas de contrainte. Pas d'astreinte, pas de garde, pas de... la deuxième, qui m'a encore plus surpris, une fois passé votre temps de formation, à quoi aspirez-vous en nombre d'heures de travail que vous allez consacrer à votre métier par semaine? Pour 45% des répondeurs, 45%, presque 1 sur 2, leur cible, c'est 31 heures par semaine. J'avoue que j'ai... Alors, je ne suis pas critique, mais si on n'en prend pas conscience dans ce nouveau pacte social qu'il faut construire, on a tout faux, de A à Z. Si on pense qu'on va mettre un flic derrière chacun des jeunes générations qui veulent travailler différemment, il faut réinventer. Et puis, quelle cible finalement de rémunération vous visez? C'est 3 à 4 000 euros par mois. Alors, je sais qu'un président de la République, il y a quelques années, avait considéré qu'avec ça, on faisait partie de la population riche qu'il fallait taxer, mais 3 à 4 000 euros par mois. Moi, je trouve ça assez peu pour un médecin qui a fait 10 à 12 ans d'études. Mais c'est leur cible. Et je pense qu'il faut en tenir compte. Sur la télémédecine, dans ces différentes, ces 3 volets, finalement, téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance, je pense que ça fait partie de l'arsenal de réponses qu'ont les médecins à leur disposition. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut crier haro sur les cabines de téléconsultation et les plateformes de téléconsultation professionnalisées. Mais en observateur attentif, vous avez dû voir que dans les niveaux de consultation, il y a maintenant un niveau 0. Et franchement, je ne suis pas pour rien dans cette demande de niveau 0. Pourquoi? Parce que c'est un choix de société. Qu'est-ce qu'on veut pour demain? J'ai presque envie de dire qu'il faudrait presque, par voie de référendum, le demander aux Français. Qu'est-ce que vous voulez demain? Vous voulez une organisation médicale avec un médecin, un cabinet, une maison de santé, une organisation territoriale où vous voyez qui, votre médecin, l'IPA, l'infirmière, le kiné, et que tout ce monde se coordonne au service d'un meilleur accès aux soins, ou finalement, c'est pas ça que vous voulez. On est dans un monde de l'ubérisation à tout crin, et finalement, quand j'ai un problème, je vais voir parce que TORL et moi, j'ai passé trop de temps dans la mer l'été et que j'ai une probable otite externe, et je viens juste avoir un avis de façon ponctuelle. Je ne dis pas qu'il faut fermer ces centres-là. Certains de mes interlocuteurs, que je citais tout à l'heure sans donner les noms, je vous laisse deviner entre les lignes, m'avaient dit on va les fermer. Je lui ai dit purée, t'es courageux. Franchement, un qu'on connaît très très bien, Olivier, que j'ai rencontré grâce à toi, tu vas vite deviner qui c'est. Il me dit on va les fermer. Je dis waouh. Eh bien, vous êtes courageux parce qu'aller fermer des organisations de santé alors que les Français peinent à trouver un professionnel de santé et un médecin, waouh, c'est chaud quand même. Il m'a dit oui, mais c'est pas la médecine qu'on veut. Mais j'ai dit mais si tu veux la médecine que tu veux, l'attractivité doit être portée. C'est facile d'orienter une population. Il suffit de leur dire que c'est là où, désolé, mais où il fait bon vivre. Hein. Donc tous autant qu'on est, on finit par y aller. Quoi. Je veux dire, et puis un point qui n'était pas ta question, mais comme je veux pas ne pas y répondre, parce que j'ai vu que Loïc Jamoto, que je ne connais pas, m'a titillé sur la conversation en ligne sur 2 points. Un point, c'est rien sur la permanence des soins et votre incitation à la grève. Et le deuxième point, c'est finalement, vous critiquez, vous dites ce que vous ne voulez pas sur le contrat d'engagement populationnel, mais vous ne dites pas ce que vous voulez. D'abord, j'assume le fait d'avoir demandé un contrat d'engagement populationnel, ce qui là aussi est, désolé, mais un peu singulier pour un syndicaliste. Hein. Aller demander des devoirs, c'est pas si vous lisez bien les critiques dont on fait l'objet, ou pire, ce que vous ne savez pas, mais je ne me plains pas, ne vous inquiétez pas, tout va bien, mais les insultes. J'ai un maître qui m'écrit, je ne sais pas qui c'est, il s'appelle médecin jaune, comme gilet jaune. Et il m'envoie des mails tous les jours. Maintenant, depuis hier soir, je l'ai mis dans mes spams parce qu'il m'insulte. Il m'insulte, il me traite de tous les noms. M'en fous complètement, mais il m'insulte. Bon, il me dit qu'il est médecin et il me traite de tous les noms. Bon, dans tact. Si ça lui fait plaisir, moi je pense que j'ai d'autres plaisirs dans la vie. Mais contrat d'engagement populationnel, j'ai dit ce qui n'allait pas effectivement, parce que je pense que j'ai fait finalement cette métaphore auprès de Thomas Fatov. Je dis Thomas, toi et moi demain, on va s'inscrire au club de sport. On fait athlétisme et on a choisi 100 hauteur. Le mec, il nous fout une barre à 2,20 m. Tu fais quoi? Moi, je me rhabille, je vais dans le vestiaire, on va boire une bière. Non, mais c'est juste pas possible. Si on met la barre à un niveau inatteignable, ça va pas donner envie.
Or, il faut donner envie d'avoir une organisation nouvelle dans cette transition professionnelle dont je vous parlais à l'instant, en donnant cette enquête menée en Île-de-France, parce que c'est... Bon, mais c'est pareil dans tout métier. Hein. D'un mot, j'étais tombé il y a quelques semaines sur une émission de Français de Londres, entrepreneurs, qui expliquaient qu'ils avaient trouvé la solution pour trouver des collaborateurs là où ils n'en trouvaient plus. Et leur solution, c'était la semaine de 4 jours. Sauf qu'en médecine, la semaine de 4... Et oui, et en disant, la productivité est meilleure, on a amélioré la productivité de l'entreprise, ils font lundi, jeudi soir, ils bossent comme des dingues, et vendredi, samedi, dimanche, ils sont en week-end. Ouais, mais pas en médecine. Non, mais il y a quelques domaines de l'économie, dont la santé, où on ne peut pas dire vendredi, samedi, dimanche, ciao, quoi, tombez pas malade, s'il vous plaît. Hein. Et puis finalement, le point de vue sur la permanence des soins. Deux points de vue, deux réflexions. La première, chiffre à l'appui du Conseil de l'Ordre des médecins, rapport de décembre, publié en décembre 2021, sur la permanence des soins en ambulatoire, celle faite par mes confrères généralistes. 95% des territoires sont couverts en nuit jusqu'à minuit la semaine et 96% le week-end. Nuit profonde, c'est un autre sujet parce que comme ils sont peu dérangés, souvent les ARS ne veulent pas financer ça. Alors que dans certains territoires, l'île du Quesnel par exemple, a une permanence des soins à nuit complète et ils y sont plutôt très favorables. Sur la permanence des soins en établissement de santé, rares sont les établissements et les médecins qui bénéficient de ces lignes de PDSES et qui ont évolué comme peau de chagrin. Moi, je le vois y compris dans mon établissement qui est une des plus grosses, pour pas dire la plus grosse clinique française, tout simplement parce qu'il y en a une sur l'ensemble de notre territoire. Dans une ville qui est la 12e ville de France, pourquoi la plus grosse? Parce qu'il n'y en a plus qu'une sur l'ensemble, ou presque l'ensemble de l'antérégion Champagne-Ardenne. Et pourquoi cet appel à la grève à la permanence des soins? Cet appel à la grève, c'est pas, le but n'est pas, soyons clairs, hein, vous avez vu que la CSMF, nous n'avons pas suspendu 50 €. Nous n'avons pas appelé à la grève en cette période de fin d'année et début d'année. Nous n'avons pas appelé à la manifestation parce que je pense que prendre les Français en otage, ça nous semblait déraisonnable et même les leaders de cette grève. On en a plein dans toutes les régions. Ils n'ont pas fait, ils ont bossé pour le nombre d'entre eux parce qu'on ne fait pas médecine par hasard et que vous avez un type qui est en souffrance devant vous, vous dites pas, je m'en fous, le cabinet, il est fermé, et puis c'est pas vrai ce truc-là. Simplement, on sait très bien qu'en faisant une grève de permanence des soins, on va être probablement réquisitionné. Mais le but, c'est de tirer une sonnette d'alarme et de dire à l'État, et finalement au président de la République, c'est pas payer plus vos médecins, c'est pas que ça. Donnez à la médecine française les moyens dans ce moment très singulier. Vous avez déversé 19 milliards d'euros au travers du Ségur sur l'hôpital public, c'était nécessaire, parce que quand on voit quel niveau de rémunération des soignants à l'hôpital public, ma propre épouse est cadre de santé au CHU de Reims, donc je peux vous en parler en long, en large et en travers, c'était nécessaire. Mais ça n'a pas restructuré aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on est dans un moment singulier. Et il faut s'en donner les moyens. Et avec un Ondam qui est 3,5 points en dessous de l'inflation, c'est une première depuis 25 ans, on nous demande finalement de mieux s'organiser, d'en faire plus, mais en faisant des économies. Et je crains que la quadrature du cercle soit difficile à boucler. Alors, on a une question de Chantal. On parlait justement de l'AFA. Je connais l'AFA depuis tellement longtemps que oui, voilà, c'est plus l'association François Petit, c'est l'AFA Crohn-RCH. Comme ça, on sait tout de suite de quoi on parle. Tu peux mettre ta caméra. Effectivement, Franck nous connaît bien. Et puis, merci de nous avoir cité cette collaboration un peu exemplaire qu'on a avec vous à Reims. Mais quand même, mon interpellation, c'est que peut-être tous les libéraux n'ont pas cette ouverture, et vous avez parlé, ça m'a beaucoup intéressé, de pacte social, de référentiel, protocole, et je pense quand même que dans ces référentiels, il faudrait vraiment qu'il y ait un point sur le fait de parler de l'association au premier diagnostic. Une espèce, nous à la fin, on parle de prescrire l'AFA. C'est vraiment important et les médecins ne le font pas systématiquement. Il y a par oubli ou par, je pense pas par réticence, mais c'est vraiment primordial et ça peut être une perte de chance pour les malades que de n'avoir pas cette information. Le nombre de personnes que l'on a qui viennent, disent « Ah, si on vous avait connu plus tôt, etc. » Et puis, c'est un gain de temps pour les médecins aussi, puisqu'on a quand même des réponses, on est une ressource pour ce qui est assurance, diététique, etc. Et beaucoup de choses. En plus d'être évidemment un espoir pour le malade de n'être pas seul, d'avoir une association qui est puissante aussi au niveau de la recherche médicale.
Voilà, donc c'était mon intervention courte et je ne sais pas si c'est une question. J'interviens toujours aux assises Mickey qui ont lieu ce vendredi, en espérant que la grève ne fera pas trop chambouler les choses, mais bon, c'est en visio aussi. Ces assises, effectivement, à chaque fois, j'interpelle les médecins là-dessus. A priori, ils sont d'accord et puis sur place, ils oublient un petit peu. Voilà, c'était un peu une petite interpellation. Alors, moi, complètement d'accord. Je pense que finalement, il y a plusieurs mots-clés, peut-être Chantal, dans la réponse à apporter, parce que je me suis intimement convaincu de l'apport des associations de patients, de l'apport des patients experts, de l'apport de l'ensemble de l'écosystème santé. Et ce n'est pas que le médecin, même si je pense réellement que le médecin a un rôle singulier. Je vais faire finalement copier-coller le discours de François Arnaud tenu devant Agnès Firmin-Lebrun de la semaine dernière. Et je le pense vraiment. On a un métier singulier où notre job, c'est de porter un diagnostic et d'établir, en lien avec le patient, la conduite à tenir qui conviendrait le mieux en la formant de tout. Ce qui est assez nouveau. Quoi. Je veux dire, c'est assez nouveau. Quoi. Il y a 25 ou 30 ans, je me suis installé fin 97, aux surprises de voir des gens qui venaient pour leur coloscopie. Ils disent ouais, j'ai un jour été opéré d'un petit truc, mais on m'a dit que c'était pas grave. Le type avait été opéré d'un cancer du côlon, il ne l'a jamais su parce qu'on ne disait pas. C'était hallucinant. Mais je pense qu'il y a un problème de méconnaissance. Il y a un problème d'acculturation dans ce domaine-là comme dans d'autres. La faculté de médecine apprend fort la médecine scientifique. La faculté de médecine, elle apprend pas à gérer une entreprise, elle apprend pas à avoir un comportement entrepreneurial, elle apprend pas l'innovation, elle apprend pas l'écosystème. La communication. Ce qui est un vrai souci. Dans ma spécialité, Chantal, nos PUPH qu'on adore m'invitent, alors plus là parce que c'est mon successeur au président du syndicat des gastro qui est allé, mais font un séminaire de formation de la CDUAGE, collégiale des universitaires en hépato-gastroentérologie. Ils sont 120, PH et MCU-PH. Ils font un sondage. Est-ce que vous seriez prêt à laisser partir de temps en temps un de vos internes pour aller en ville ou ailleurs? Parce que je pense que la médecine, elle est partout. Elle est en ville, elle est dans un organe de presse, elle est dans la pharma. 90% d'entre eux répondent hors de question. Hors de question, on peut pas, on a trop de travail. 90% d'entre eux, je les accuse pas. Il y a un problème de crainte, de méconnaissance, et c'est pareil sur les associations. Et les médecins l'ont vécu, je pense, de façon craintive, presque concurrentielle, et concurrentielle sur le savoir, partager avec l'autre le savoir. Ça les inquiète, de méconnaissance et puis de temps disponible. Et je pense qu'il y a à la fois la formation initiale, mais quand on parle du travail en collaboration, je pense que le rôle d'un assistant médical, le rôle d'une infirmière en pratique avancée, on a vu les émoluments d'infirmières en pratique avancée qui sont payés de façon forfaitaire, ce qui n'est pas sans inquiéter ou faire râler certains médecins, et je comprends, parce qu'elles ont 4 forfaits à 60, 40 par an, ça fait 180, et le médecin généraliste dans son cabinet, il se dit, mais moi, je ne prends pas ça pour soigner le même patient. Mais donnant leur rôle, il faut leur donner un rôle différent, dont participer à la prise en charge, à l'éducation du patient, en lien avec les associations de patients. Il y a ce problème on ne se connaît pas, je pense. Et pourtant, Dieu sait que ça nous aiderait. C'est vrai. Alors, mais d'un mot, c'est assez singulier. Mais en plus, les médecins, moi je suis désolé de dire ça, mais c'est pas notre formation. C'est assez étrange. On coule sous le boulot. Et on a un médecin d'une spécialité identique à la sienne, généraliste ou d'une autre spécialité, qui vient s'installer sur le trottoir d'en face. La première réaction, c'est pas super, machin, enfin, d'ailleurs, on peut peut-être le faire ensemble dans une structure commune. La première réaction, c'est une réaction de rejet. Il va me bouffer, demain, je vais manquer de boulot. Mais tu n'as pas manqué de boulot, tu as vu tu as 6 mois de délai. C'est un comportement qui est assez, tu partages, Olivier, c'est assez fréquent chez nous. Et ce n'est pas une critique, ce n'est pas parce qu'on est plus mauvais que d'autres, c'est parce qu'on n'a pas
eu cette culture d'entreprise en disant super, je vais m'enrichir de l'autre. Non, pas du tout. C'est l'inverse. Ouais. Souvent. Alors, on a une question de Philippe Calmetz. Ça me fait très plaisir que Philippe revienne sur les cafés Nil. Philippe, si tu veux mettre ta caméra. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, très rapidement, puisque le temps avance, hein. 2 remarques très rapides. Première remarque pour confirmer ce que vous disiez tout à l'heure sur les aspirations des jeunes générations de médecins. Quand j'étais DG de l'ARS du Limousin, je recevais tous les ans les promotions d'internes. Et ce qu'ils me disaient en matière d'aspiration en temps de travail et d'aspiration à leur revenu futur, c'est exactement ce que vous venez de rappeler. Donc il y a là un sous-jacent culturel qu'on sous-estime et qui pèse considérablement sur l'offre de soins. Et c'est très difficile à traiter, hein, les questions culturelles et l'approche des métiers, quand elles évoluent à ce point-là, sont très difficiles à prendre en compte dans le cadre des politiques publiques. La deuxième remarque, très vite également, on parle du lien ville-hôpital. N'oublions pas que le jeu est un jeu à 3 acteurs. Il y a la ville, il y a l'hôpital et il y a aussi le secteur social et médico-social qui accompagne 15% de la population française, qui est la population la plus fragile. Je pense notamment aux services à domicile, mais pas que, aux établissements pour personnes âgées, personnes handicapées. Il y a là des enjeux d'accès aux soins qui sont considérables. Donc raisonnons ville, hôpital, secteur social et médico-social. 2 questions très rapidement. Contrat d'engagement, très bien. Concrètement, qu'est-ce que vous y mettez dedans ? Vous avez évoqué ce que Thomas Fathomme vous proposait, mais vous, sur quoi vous êtes prêt à vous engager très concrètement ? Et deuxième question, sur le modèle économique des assistants médicaux et des infirmières de pratique avancée. Comment vous les voyez dans une activité libérale, fonctionnant en réseau avec les médecins, ou est-ce que vous les imaginez salariés des médecins et le médecin patron de sa TPE, finalement, avec autour de lui des collaborateurs auprès desquels il va déléguer des tâches, ce qui lui permettra de se consacrer aux soins les plus sensibles et les plus nécessaires. Merci. Merci beaucoup. Alors, quand on a mis en place et quand on a porté l'idée d'un contrat d'engagement populationnel, le but, c'était d'essayer de convaincre Thomas Fathomme, qui n'en voulait pas, de cette hiérarchisation des consultations. Je dis, ça faisait 15 ans, même si on y mettait à la fois de l'expertise et de la fréquence, c'est-à-dire une moindre fréquence pour une expertise mieux considérée. Et on voyait bien que ça coinçait, et je me souviens avoir dit à Thomas Fathomme, et je pense que c'est une partie de la réponse, mais conditionner ces niveaux différents au maintien de l'activité de la patientèle si je suis médecin généraliste et que j'ai 3000 patients médecins traitants ou au-delà, à une augmentation de 10% si j'ai une patientèle dans la moyenne qui est aux alentours de 1000 ou 1100, et puis une augmentation plus substantielle si j'ai une patientèle toute petite et non pas avec un objectif chiffré à atteindre, mais avec un pourcentage augmenté. Parce que si on dit à un de mes jeunes confrères ou jeunes consoeurs qui travaille pas tous les jours de la semaine, qui a une patientèle à 500 patients, qu'il accédera à un niveau différent que s'il envoie 1500, la barre va être trop haute et il va juste pas signer et on aura tous perdu. Et je pense que la première base, ça a été celle-là. Quand j'ai échangé avec Thomas Fathomme et les conseillers santé des numéros 1 et 2 de l'État, ils m'ont dit, est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait y associer d'autres items, presque on va dire au choix. Je participe à la permanence des soins, je salarie un assistant médical, je fais des consultations avancées, qui est mon modèle à Reims, parce qu'on a une organisation territoriale, Arnaud Robinet a vu de vous en parler, où l'ensemble des médecins spécialistes de la ville de Reims travaillent sur 8 sites de consultation distants de 50 à plus de 100 km de la ville de Reims. Et je n'ai pas le temps d'expliquer finalement la genèse de tout ça, mais c'est évidemment ce mode de fonctionnement, on y
on y est très attaché. Donc voilà, moi, ce que je mettrais dedans. Quand je donne un exemple, pourquoi je vous dis qu'il y a ce que je veux pas. Quand la CNAM nous dit que dans la case qu'ils appellent engagement populationnel, je prends l'exemple des médecins généralistes, il faut participer aux missions de la CPTS et des ESP, dont acte. Sauf que les ESP, il n'y en a quasiment pas, malheureusement, et que les CPTS, il n'y en a pas partout. Que la deuxième case, c'est avoir des fonctions de maître de stage. Si François Braun lui-même, pour assumer la décision politique d'une 4e année de formation médecine générale, demande à ce qu'en fin 2023, on ait formé 5000 maîtres de stage en plus, c'est bien que tous de mes confrères médecins généralistes libéraux ne sont pas maîtres de stage. Alors il reste la dernière option. La dernière option, c'est participer à une réserve libérale sur sollicitation de l'ARS en cas de besoin de renfort exceptionnel pour les périodes d'épidémie et les vacances scolaires. Je pense que ça, je ne connais pas beaucoup de mes confrères qui vont aller signer un truc pareil. Donc voilà, bien sûr qu'il en faut un, mais il faut qu'il puisse être signable, parce que sinon, ils ne vont pas signer. Et je pense que s'ils ne signent pas, c'est une vraie catastrophe. S'ils ne signent pas, on ne va pas résoudre le problème d'accès aux soins. Et si on ne résout pas le problème d'accès aux soins, eh ben, ça donnera raison à Stéphanie Ries, Thomas Meignet, Guillaume Garot pour dire on va essayer de les contraindre, ça ne marchera jamais, parce qu'on ne met pas sous contrainte. Les pays qui ont essayé, l'Allemagne et le Canada, ont fait demi-tour. Donc, les Allemands, ils sont un peu plus saxons que latins. Et même eux ont fait demi-tour. En revanche, on va créer des corps d'officiers de santé et je crains qu'on mette en place dans la loi, même si je sais qu'il y a une médecine à 2 vitesses aujourd'hui, je ne le nie pas, mais on va mettre dans la loi une médecine à 2 vitesses et moi, ça m'inquiète. Parce que nous tous, autour du téléphone, on va avoir le réseau pour voir le Toubib au bon moment comme il faut, parce qu'on va finir par le trouver. Mais d'autres, non. Sur le modèle économique, je fais vraiment distinguo entre les assistants médicaux et les IPA. Un assistant médical, c'est attaché au médecin et salarié du médecin. Là, pour moi, il n'y a pas de... les IPA, c'est au choix. Je pense qu'il faut laisser, je suis un libéral, moi je pense qu'il faut laisser dans une organisation libérale structurée, coordonnée sur un territoire, le soin à une infirmière en pratique avancée ou à un infirmier en pratique avancée de dire mon choix économique, c'est d'aller, si possible, d'être salarié de sa structure ou d'être libéral. Moi, je suis un libéral convaincu. Je sais combien c'est parfois difficile. L'exercice salarié, c'est pas forcément ma tasse de thé en médecine. 2 raisons. Une que vous connaissez tous, qui est, vous avez lu comme moi le rapport du HCAM qui fait état de mes confrères salariés, entre autres, dans le département de la Saône-et-Loire, par le département de la Saône-et-Loire. Et vous savez comme moi que la patientèle est à peu près 3 fois moins importante qu'un médecin libéral installé, que le chiffre d'affaires est 2 fois moins important et que la participation à la permanence de soins, elle est inexistante. Et c'est vrai d'ailleurs dans beaucoup de centres de santé où les médecins et les professionnels de santé sont salariés. Et donc, la deuxième, c'est que j'ai été directeur général délégué du groupe Colansis Santé il y a quelques années et Benoît Péricard le sait bien, sous la présidence de copain président ORL Jean-Louis Desfieux, et qu'on avait salarié certains de nos confrères dans les services de soins de suite et de rééducation. Simplement, une fois que vous avez salarié un médecin, vous ne pouvez pas lui demander d'aller un peu plus vite. Et quand il vous dit « Ah non, mais moi, je respecte mon temps de travail, mais moi, les consultations, c'est un patient par heure et demie », vous êtes pieds et poings liés. Et je pense que parfois, on peut faire mieux. Et donc, voilà, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais c'est ça, je crois. Et voilà. Mais c'est le choix de chacun. Dans mon cabinet, j'ai une infirmière. Je lui ai expliqué maintes et maintes fois qu'elle devrait être libérale. Elle m'a dit « Je préfère être votre salarié à votre structure ». Voilà. Alors, oui, sur le salariat des médecins, je partage votre position. Ma question était sur quel professionnel de santé le médecin libéral peut-il salarier? C'était ça ma question. Ah, tous. Peut-il tous? Peut-il tous? Et si on aspire à avoir des moyens différents, c'est aussi parfois un temps donné dans sa carrière pour pouvoir salarier, y compris un autre médecin. Même si je crois aux vertus de l'exercice libéral, mais pouvoir se dire, parce que parfois c'est l'aspiration d'un plus jeune et qui nous dit j'ai un projet de grossesse, je ne suis pas sûr de rester stabilisé dans cette région et je souhaiterais sécuriser mon environnement. Eh ben, dont acte.
Alors, on arrive à la fin de ce Café Nil. Je voudrais quand même passer la parole à quelqu'un qui t'a rendu hommage dans les commentaires. C'est Olivia Fregnault, qui est présidente d'une association de jeunes confrères. Et voilà, je pense que si on parle des jeunes confrères et qu'on ne leur donne pas la parole, c'est pas tout à fait logique. Olivia, c'est pour toi. Si tu veux faire un commentaire, si tu veux... Ah, on t'entend pas. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas? Mais le son plus fort de ton micro. Bah écoute, normalement c'est bon pourtant. Non. Est-ce que vous Parle m'entendez? encore. Et là? Un peu mieux. Vas-y, vas-y. Bon, je vais parler un peu fort. Moi déjà, je voulais te remercier, Franck, pour les propos que tu as eus envers les jeunes qui n'ont été à aucun moment condescendants ou dans le jugement, comme on peut l'entendre parfois chez certains de nos confrères. Effectivement, aujourd'hui, les jeunes en santé, mais comme dans toutes les autres professions, ne veulent plus travailler de la même façon. Ils veulent avoir plusieurs carrières professionnelles au sein d'une seule et même carrière. Tous ne veulent pas être que médecins. Et en fait, c'est là la grande différence, hein, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes veulent être à la fois médecins et à la fois, je sais pas moi, députés ou à la tête d'une start-up ou élever des poules et avoir une ferme. Enfin, vraiment, tous les profils existent. Et effectivement, on doit le prendre en compte pour construire les modes d'exercice de demain. Ne pas être d'accord avec ce que sont devenus les jeunes, c'est une chose. Si les gens ne veulent pas être d'accord avec ça, très bien, grand bien leur face. Mais ça ne va pas changer le fait que les jeunes sont ainsi et qu'ils ne feront plus la même médecine qui a été faite auparavant. Et que donc, pour répondre à la problématique de l'accès aux soins, il faut en effet travailler en coordination, en coopération avec les autres professionnels de santé qui ne sont plus les mêmes non plus qu'avant, qui n'ont plus les mêmes études non plus qu'avant. Aujourd'hui, on parle de sciences infirmières, par exemple. On ne parle plus d'une école. Donc, on n'a plus les mêmes autres professionnels de santé, on n'a plus les mêmes malades et on n'a plus les mêmes médecins. Donc, probablement qu'il faut redonner du sens à tout le monde, et y compris au métier de médecin, parce qu'aujourd'hui, parmi les chiffres qui n'ont pas été donnés de la médecine au cours de leur carrière. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que, ça va avoir un impact majeur sur l'accès aux soins si effectivement 5 à 10% d'entre eux arrêtent complètement. On le disait, on forme 10 000 médecins par an en France, donc ça fait vite du monde. Et par ailleurs, un certain nombre d'entre eux sont prêts à quitter la France, un chiffre qui ne cesse d'augmenter à chaque fois qu'on augmente les durées des années d'études de l'internat et autres formations. Et donc tout ça, il va bien falloir en tenir compte pour pouvoir à la fois redonner du sens au métier et faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans la même situation que les pharmaciens qui aujourd'hui n'arrivent même plus à remplir leurs effectifs en deuxième année. Parce que ma crainte, elle est même là en fait. C'est que demain, les gens ne veulent même plus faire médecine parce qu'aujourd'hui, le prix à payer pendant les études est bien trop élevé. La reconnaissance après disparaît de jour en jour. La rémunération reste correcte, effectivement, mais comme tu l'as bien souligné, c'est vraiment loin, mais loin d'être le souci majeur des jeunes. 3 à 4 000 euros par mois, tu le disais toi-même, c'est finalement assez peu pour quelqu'un qui fait 12 années d'études. Donc, je crois vraiment qu'il faut qu'on travaille, qu'on écoute plus les jeunes, qu'on sorte de cette phase de jugement, alors que toi, tu n'as pas eu, mais que beaucoup ont sur ce que c'est devenu et de se dire qu'on va pouvoir les obliger, parce qu'en réalité, on va obliger personne à faire quoi que ce soit. Ils vont juste partir et on va aggraver un problème, aggraver la médecine à deux vitesses, aggraver toutes les problématiques que tu as pu citer. Merci Olivia pour ce commentaire. Oui, alors d'abord, je ne savais pas qu'Olivia était là, donc je suis content d'avoir. Mais je suis assez cash et j'ai dit ce que j'avais sur le cœur et profondément. Mais voilà, il n'y avait rien d'arrangé, je sais. Mais merci pour tes propos. 3 réflexions. La première sur cette transition professionnelle. Dans une période où, 1er janvier 2023, normalement, on débute la certification, la recertification des médecins. Et moi, je suis encore médecin dans mon cabinet, j'y travaille 5 demi-journées par semaine et j'adore ça, parce que je pense que je fais le plus beau métier du monde et vraiment, j'adore ça.
Mais c'est 3 jours par semaine ou presque 2 journées par semaine que je passe à Paris, et ces nuits et ces week-ends, où je me consacre comme toi, Olivia, et comme nous tous, si on s'éclatait pas, on ferait autre chose, quoi. Franchement, faut être givré, sinon. Mais parce que la vie, c'est fait de rencontres, de machins, on s'enrichit, donc vraiment. Mais je crois à ça, et qu'il faut dire, il faut expliquer à nos jeunes confrères que s'installer médecin, généraliste ou spécialiste, et visser sa plaque, d'abord, faut pas le faire tout seul, faut faire à plusieurs, parce que c'est en groupe qu'on s'éclate. Mais en plus que la vie est faite pour évoluer. Et puis enfin, je pense que peut-être le mot de conclusion, c'est l'attractivité. Il faut, si on veut réécrire un pacte social, que nous posions la question de l'attractivité des professions de santé. Je persiste ici qu'on fait le plus beau métier du monde, parce que donner du temps et de l'échange aux autres, c'est assez singulier, que finalement on peut avoir beaucoup de liberté dans notre métier. Mais aujourd'hui, c'est mal compris, c'est mal vécu, c'est déconsidéré, c'est vécu parfois comme une insulte. J'en parlais avec le ministre de la Santé, le directeur général de l'assurance maladie, quand tu parlais de 4e année tout à l'heure, Olivia, quand les jeunes sont dans la rue, c'est un échec pour la nation. On ne réforme pas, quel que soit le sujet, on ne réforme pas contre sa jeunesse. Quand les jeunes sont dans la rue, peut-être qu'ils n'ont rien compris, dont acte. Mais s'ils n'ont rien compris, c'est qu'il faut remettre le métier sur l'ouvrage et travailler avec. On ne réforme pas contre sa jeunesse. Si, dans les pays totalitaires, mais ça, c'est pas chez nous. Franck, c'était un super Café Nil. Je crois qu'il y avait besoin de beaucoup d'explications justement sur ce que vous voulez faire comme profession et la contribution que vous voulez apporter à la refondation du système de santé. Je crois que c'était assez clair. Tout le monde, tous les commentaires sont extrêmement élogieux sur ta franchise de prise de parole. Je rejoins tout à fait ce que Olivia disait et le dialogue que vous avez eu en fin de Café Nil. Vraiment merci encore, et on aura très certainement l'occasion de se recroiser dans les Cafés Nil. Il n'y a pas de problème, tu fais partie des invités avec grand plaisir. Merci à tous, en tout cas pour votre présence. Les prochains Café Nil, alors pour le moment, les dates, vous avez vu, peuvent s'intercaler et se décider d'une semaine à l'autre. Mais ceux qui sont sûrs, pour le moment, on a Lise Alter, qui est la nouvelle directrice générale de l'Agence pour l'innovation en santé, qui viendra le 15 mars au Café Nil. Et on a Dominique Le Guludec, qui est la présidente de la Haute Autorité de Santé, qui viendra le 23 mars au Café Nil également pour nous parler un peu des méthodes d'évaluation et de la nouvelle philosophie de la Haute Autorité de Santé en ce qui concerne les méthodes d'évaluation des produits de santé. Et je pense que ce sera bien que les associations de malades soient là, comme vous nous faites le plaisir d'être là très souvent, parce que peut-être que dans les nouvelles orientations des produits de santé, la parole des malades sera véritablement prise en compte, pas simplement comme un questionnaire à ajouter, mais comme un élément fondamental de la création du dossier, qui va permettre de réévaluer les pratiques et les produits. Voilà, merci encore pour tout, merci Franck, merci à tous d'être présents et fidèles, et à très vite. Vous savez que vous pouvez retrouver le podcast de ce Café Nil, je pense dans la journée ou demain, sur le site de Nil, donc n'hésitez pas à aller le prendre et à le diffuser et à faire connaître les Cafés Nil également si cela vous fait plaisir. En tout cas, nous, ça nous fera toujours plaisir d'accueillir des personnes nouvelles qui s'intéressent à la santé. Voilà. Eh bien, écoutez, très bonne semaine. Merci beaucoup pour ton invitation, Olivier. Merci à tous. Et à très vite. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Franck. Merci beaucoup. Au revoir.